Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pour l'agenda culturel très subjectif de Pendant le 20h avec ce soir au programme côté livre 1982, Antigone à Beyrouth, c'est une BD recommandée par Marcel Petrichol. L'instant cinéma court-métrage avec un road movie aux confins de l'île de beauté, c'est avec Xavier Affre. Et la découverte du soir, le mythe napoléonien à l'honneur au Palais Fêche. Et pour m'accompagner, ils sont venus, ils sont tous là, vous les connaissez, Marie-Ange Philippe, conseillère consultante en communication. Bonsoir ma chère Marie-Ange. Marcel Petrichol, notre libraire, chroniqueur également dans la presse écrite et plus particulièrement dans Paroles de Corse. Vous pouvez lire chaque mois sa critique littéraire. Merci d'être là avec nous, mon cher Marcel. Le plaisir est pour moi, mon cher Philippe. Xavier Affre, historien, cinéphile, animateur sur Radio Nostalgie, notamment du cultissime Popcorn et Mauvaise Foi. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir mon cher Xavier. Et enfin, le brainstormer, éditeur du blog Brainstorming et Second Degré, il est là, il était là, il y a quelques semaines également. En tout cas, son fantôme était parmi nous. Didier de Jordan, merci d'être là, mon cher Didier. Merci à toi. GFCA. Voilà, bien joué. Alors, on va commencer, comme chaque vendredi, par les livres, plus particulièrement la bande dessinée Le Quatrième Mur de Sorge Chalandon, l'excellent. Excellent écrivain. Éric Corberan, Horn, aux éditions Marabule 2016. L'idée de Samuel était belle et folle à la fois. Montée Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Oui. Alors le quatrième mur, pourquoi le quatrième mur déjà Vous savez tout ce que c'est le quatrième mur, c'est ce fameux mur imaginaire qui sépare la scène des spectateurs. De temps en temps, il est brisé, même au cinéma. Voilà, donc ça c'est l'idée. Vous savez qui c'est qui a inventé le quatrième mur ? C'est Diderot, qui est le premier à parler du quatrième mur. Sacré Diderot. Sacré Diderot. Alors nous sommes dans les années 70. Sam, étudiant, militant d'extrême gauche, pétri de convictions, de rêves. Georges, c'est Sam, qui va rencontrer Georges, qui est un juif grec, qui est parti de son pays sous la dictature. Il a été arrêté, torturé. C'est un metteur en scène. En fait, il a été arrêté et torturé parce qu'il a monté la pièce Ubu-Roi, et qu'il a remplacé le nom d'Ubu par le prénom du chef de la junte militaire. Forcément, ça n'a pas plu. Ouais. Ils vont devenir très, très amis, presque deux frères. Et puis voilà, il va tomber malade, Sam va tomber malade. Il va demander à Georges de partir, réaliser son rêve le plus fou. Tout est prêt, il a tout prévu. Son rêve, c'est quoi ? C'est de monter, en pleine guerre civile, la pièce de Jean Anouilh, Antigone, donc au Liban, bien sûr, à Beyrouth. C'est pas anodin, Antigone de Jean Anouilh, pas de Sophocle. Ouais. Parce qu'il faut savoir, rappelez-vous ce que représente Antigone, pièce qui a été écrite en 1946, sur la Seconde Guerre mondiale. Et Antigone, c'est la résistance, c'est la liberté, ça représente tout ça, donc c'est très important. Ouais, c'est la parabole de la liberté, exactement, de la résistance au fascisme, à la montée. D'ailleurs, on peut être étonné que les Allemands aient autorisé la pièce à être jouée. Donc l'idée qui est magnifique, c'est de réunir tous ces acteurs, mais ils seront tous de nationalités différentes. Tous ces gens qui sont en train de s'entre-déchirer, voilà. Ils vont tous, il y aura des chiites, il y aura des marouanites, il y aura des palestiniens, il y aura des chrétiens, voilà. Tous vont jouer Antigone. En fait, l'idée, c'est d'offrir une parenthèse enchantée au milieu de ce champ de bataille, de voler 2 heures à la guerre. Est-ce que ça va réussir ? Bien sûr, il va partir au Liban pour essayer de réaliser son ami. Il va le faire ou pas. Ouais. Je vous laisse découvrir ça. C'est la narration de la bande dessinée. C'est franchement une BD absolument émouvante, bouleversante. Je trouve... Voilà, il faut lire aussi le livre. Je vois que la BD va vous donner un livre. Il touche à l'intime et à l'universel dans cette BD. Franchement, moi j'ai été retourné. Oui, on le sent dans la façon dont vous avez de présenter. Et vous avez raison de le dire. C'est une adaptation libre quand même, même si Chalandon a participé à l'adaptation de son ouvrage. Le quatrième mur, qui est sorti en livre de poche, qui a eu en 2013 le prix Goncourt des lycéens. Ouais. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire. En plus, c'est encore plus émouvant parce que... C'est embêtant, ça. Non, Chalandon sait quoi il parle. Parce qu'il a vécu Chabra et Chatila. C'est aussi pour ça qu'il a écrit ce bouquin. Il le dit, il était journaliste à l'époque, il est rentré dans le camp. Et voilà, c'est un cri qui pousse carrément. Voilà. Et le dessin, 2 mots sur le dessin, c'est
c'est des crayonnés. On a l'impression que c'est du crayonné, que ça va très vite, que ça a été fait dans l'urgence. Et ce gris, c'est pesant, quoi. On sent bien l'ambiance qu'il y a à Beyrouth. C'est juste ce que vous dites, en tout cas, je l'ai reçu également ainsi, sur le fait qu'on a le sentiment que cette bande dessinée ait été dessinée dans l'urgence. Ça colle bien au récit, ça colle bien au récit journalistique qu'a voulu insuffler Sorge Chalandon dans son ouvrage. C'est vraiment une adaptation extrêmement réussie, pour ma part. Marie-Ange. Pour la mienne aussi. J'ai vraiment beaucoup aimé le dessin. Comme tu dis, on a l'impression que c'est fait très vite dans l'urgence. Et puis, il n'y a pas beaucoup de détails, c'est en noir et blanc, il n'y a pas beaucoup de détails. On a l'impression que les personnages sont presque interchangeables. Et c'est là aussi qu'on touche aussi un petit peu à l'universel, parce qu'au final, là, c'est deux personnages principaux, mais ça peut être n'importe qui dans une situation comme celle-ci, qui est particulière, certes, mais qui, on le sait, les temps sont durs, peut arriver à tout moment dans n'importe quel pays. Après, j'ai moins aimé le style d'écriture, mais c'est un style très journalistique. Par contre, on n'a pas besoin de... Enfin, il a fait un tour de force quand même, parce que malgré ce style journalistique-là, il n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour qu'on soit ému. Et effectivement, on a presque la gorge serrée au fil des pages. Et au final, on oublie que ce soit une BD, on est presque devant un court-métrage. Et on se laisse emporter dans à la fois la tristesse et à la fois l'espoir de la situation. C'est un tour de force, parce que c'est pas évident, c'est comme assez dense, assez touffu, il dit plein de choses, mais on rentre vite, grâce au dessin aussi. Parfois, c'est à la limite de la caricature, et c'est un parti pris des dessinateurs, mais on rentre très très vite dans l'histoire, on est de suite happé par cette histoire. Oui, il y a un côté grand récit américain, vous savez, le journalisme engagé, fort, du récit justement aux États-Unis dans les années 60, on le ressent ici dans cette bande dessinée, c'est brutal, rapide, sec également dans l'écriture de Sorge Chalandon. Xavier. Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé la BD aussi. J'avais énormément apprécié le livre il y a quelques années. Alors c'est sûr que le dessin, il y a eu des choix qui ont été faits. D'ailleurs je trouve ça plutôt audacieux et intéressant, parce que souvent l'adaptation, on fait des longs romans ou des longues BD pour adapter, coller. Des choix, c'est bien. Faire de l'art aussi, c'est faire des choix. Donc choix dans la façon de représenter les personnages et le dessin. Choix dans certains éléments qui ont été pas retirés, mais qui ne sont pas présents et qui sont présents dans le livre. Donc il y a un vrai travail d'adaptation, ça c'est une vraie réussite. Et puis ce dessin qui, quand je dis adoucit le propos, que je me fasse bien comprendre, évidemment, le propos du livre était terrible, là ça l'est aussi bien entendu, mais dans le dessin il y a une façon de adoucir, est un mot peut-être un peu fort, mais qui permet d'être quand même de prendre un peu de recul, mais c'est très beau. Justement, je trouve pas que le dessin adoucit les choses. Au fur et à mesure de la construction de la BD, en plus c'est fait de manière avec des chapitres, on rentre plus, au bout d'un moment on est dans un film. Et je trouve que justement le dessin donne... on est quand même dans une guerre. Il y a le spectre de la mort qui est autour. Donc on voit les immeubles totalement détruits, mais on ne va pas trop les représenter, ça ne sert à rien, on est dans la guerre. Et on voit que le visage de ces personnages, au bout d'un moment on commence à comprendre certaines choses, ça ne sert à rien de vraiment les dessiner. Ils sont dans une guerre, et malheureusement ils vont vivre des choses horribles. Donc pourquoi leur physique n'est plus important dans ça? Mais c'est pas un reproche, c'est parce que le livre est tellement terrible, c'est difficile. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, le livre était tellement dur que voilà. D'ailleurs, c'est un livre, encore une fois, les lycéens avaient eu un joli coup d'œil, comme souvent. Par contre, leurs aînés des Goncourt, là, c'était plus compliqué, mais je vais pas te dire le contraire. Avec ce qu'on vient de vivre aussi, pour citer par exemple Alep. Faire de suite le rapprochement, donc forcément le contexte... c'est d'actualité, ça c'est très fort, et historiquement c'est très très fort aussi, parce qu'on est plongé là, dans une des tragédies des années 80, Dieu sait qu'il y en a encore aujourd'hui. On comprend plein de choses dans la BD sur ce qui s'est passé au Liban. C'est ça aussi le tour de force. Formidable de décryptage de la géopolitique à ce moment-là. À travers une pièce de théâtre. Exactement. C'est ça quand la pièce de théâtre, l'art, le théâtre relie tout finalement. Relie tout, et très bien Marie-Jeanne Nicole. Pour un petit clin d'œil, Marie-Jeanne Nicole, qui intervient aussi Pendant le 20h. Et fait que les hommes peuvent s'entendre grâce au théâtre aussi. Le quatrième mur, fortement, vous l'aurez compris, très fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. On va passer au cinéma. Court-métrage via Rupta, un court-métrage de Kevin Lamette. Il date de 2014. Alors, tous les courts-métrages que nous vous proposons, vous pouvez les voir évidemment dans les festivals, parfois même dans certains sites de téléchargement.
Oui, puis en plus, sur les différents réseaux sociaux, vous Les contactez... Google, oui, les non, Google. vous contactez... il ne m'écoute pas. Peu importe, moi je vous dis la réalité des choses, du terrain, la réalité du terrain. On peut toujours contacter les réalisateurs, ils aiment bien d'ailleurs, hein, même sur les réseaux sociaux, en disant voilà, on a vu, ça on aime bien, et ils n'hésitent pas à montrer leur travail, c'est ça que je voulais dire. Alors, le pitch. Paul, un homme d'une 60aine d'années, roule sans but sur les routes de Corse. En chemin, il fait la connaissance de Maria, une jeune fille pleine de vie, qui va vite, mais très vite, lui imposer sa compagnie. Alors on avait déjà parlé de Kevin Lamette il y a quelques émissions déjà. Là j'ai voulu le montrer parce que c'est déjà sur du plus long. On l'a jugé entre guillemets, parce qu'on avait aimé 60 millions sur quelques minutes. Là c'est un format différent, donc pour voir un peu sur j'allais dire, il n'y a pas de vrai et de faux court-métrage, mais sur un court-métrage traditionnel au niveau de la durée. Et donc du coup, voilà, moi c'est un court-métrage que j'ai vraiment bien aimé. Il y a peu de dialogue finalement, c'est une ambiance, voilà, très peu. Les acteurs sont plutôt bons, alors notamment la comédienne qui avait été déjà prénommée pour les Césars pour un précédent film, pas de Kevin, en 2014. Et même lui aussi, on sait très peu de choses des personnages. On voit la rencontre. Bon, en même temps, c'est très difficile, en 20 minutes à peu près de faire exister. Mais on n'apprend rien de leur passé et tout. Et encore une fois, en étant présent dans un réalisateur, déjà qui s'est filmé parce qu'il y a quand même de choses très belles, encore une fois, là. Et puis, une histoire qui prend. C'est ça, en fait, un court-métrage aussi. Hein. On le dit des fois, on n'aime pas parce qu'on n'arrive pas à rentrer dedans. Et là, en 20 minutes, cette histoire qui paraît simple, moi, j'y ai cru, en tout cas. Et il y a une histoire qui s'installe. Ça aurait même pu faire l'objet d'un traitement plus long, finalement. Ouais. Donc voilà, avec la fin, sans le révéler, qui est très belle aussi. Et pas besoin de parler, d'en dire beaucoup. Les images sont là. Moi, j'aime bien les cinéastes qui ont confiance et qui, dans la force des images. C'est le cas de Kevin. Didier, la parole circule. Je suis pas complètement fan, mais ça va. Finalement, j'ai réussi à accrocher parce qu'on voit de super plans, c'est vrai, avec un super plan sur le rétroviseur et tout. Bon, il y a certaines choses où ils veulent aller au prochain village. Apparemment, le prochain village est dans le Colorado, quand même très très loin. Mais il y a ce petit côté chemin de la rédemption où ils se rencontrent, où c'est deux êtres perdus, un qui est plus dans le début de la vie et l'autre en fin de vie. La fin, pour moi, est prévisible, je trouve. Oui, mais elle est à double... Mais il y a très peu de dialogue, par contre. Mais il arrive à faire passer son message, ses émotions, dans tous ses plans, dans le regard des personnages. Donc je trouve que j'ai été agréablement surpris pour un choix de Xavier. Voilà. Surpris par le choix de Xavier, Didier, de Jordan. Vous l'aurez compris, qui n'est pas souvent d'accord avec Xavier, mais là, pour le coup, ils sont tous les deux d'accord. Mais je pense même que Marcel, vous l'êtes. Oui, pareil sur la réalisation. Là, je suis complètement d'accord. Les acteurs aussi. Après, sur l'histoire en elle-même, je suis un peu plus dubitatif. Bon, oui, on est pris, on rentre dedans. Mais j'en ai un petit peu marre de tous ces courts-métrages où c'est toujours la même chose, quoi. Je veux dire, c'est triste à mourir. C'est quoi qui vous dérange, en fait? Ça me dérange, j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un court-métrage, pour qu'il y ait une légitimité, il faut que ce soit triste et plombant. Ils ne peuvent pas faire des courts-métrages un peu joyeux. De la comédie, de la comédie. Je tâcherai de vous trouver ça pour la prochaine fois, mais je dois le dire ouvertement, le peu de courts-métrages que je vois joyeux sont à mon sens ratés. Donc, mais on peut en parler. Voilà, donc, on peut en parler aussi. Et je vous en apporte la semaine prochaine, mon cher Marseille. C'est ce qu'on appelle une conférence de rédaction que vous vivez en direct, très chers téléspectateurs. Non, sinon, voilà, globalement, j'ai quand même aimé. Mais surtout pour la réalisation. Encore une fois, la réalisation, la patte de Kevin Lamette sur ce film-là. Marie-Ange. Moi, au début, j'ai eu un tout petit peu peur parce qu'on en parlait il y a quelques semaines. Cette esthétique un peu années 80, justement à la Virgin Suicide, je me suis dit, oulala, il y a une fille un peu paumée. Sofia Coppola. Oui, je me suis dit, oulala, il y a une fille un peu paumée qui va sortir. Enfin, je ne vais pas aimer. Et puis au final, j'ai été prise, mais surtout par l'esthétique. De ce court-métrage. Les plans sont très beaux, la photographie est très belle. C'est un peu bleuté, argenté, une atmosphère très froide et qui se réchauffe à la fois humainement et à la fois dans la réalisation à la fin. Ouais. Un tout petit peu. Et l'actrice est très juste et c'est un joli moment. Voilà, s'il y a un mot pour qualifier ce court-métrage, c'est joli. Un Comme joli vous, moment et non pas...
Merci. Et non pas un joli égarement. Est-ce qu'on peut dire que vous voyez beaucoup de courts-métrages, Xavier, vous nous faites partager votre passion du court-métrage dans cette émission. Est-ce qu'on peut dire que sur les réalisateurs insulaires, il y a tout de même cette maîtrise? Alors on peut être d'accord ou pas sur la qualité scénaristique, sur la qualité de l'histoire, mais en tout cas d'un point de vue de la narration visuelle, il y a tout de même une certaine qualité, une véritable volonté d'apporter un esthétisme agréable. Alors, beaucoup, j'en vois. Je ne suis pas non plus spécialiste du court-métrage, mais non, oui, il y a énormément de qualité dans ce qu'on voit, finalement. Loin de moi, en plus, l'idée de juger, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est le rôle des critiques ou de dire « ah, c'est pas bien », mais finalement, ce sont des gens qui ont osé, souvent des jeunes en plus. Et oui, il y a surtout la mise en scène. Moi, ce qui me frappe souvent, c'est le sens du cadre, lumière, mise en scène. Alors après, sur les histoires, que ce soit celle-là ou les autres, c'est vrai, on est d'accord que sur les thématiques, c'est compliqué. C'est inégal, bien sûr. Voilà, on est d'accord aussi qu'après, selon les histoires, c'est peut-être difficile à mettre en place. Bon, ça revient un peu, les thématiques sont souvent les mêmes. Mais voilà, il y a déjà un sens du cadre de la mise en scène qui est assez parfois étonnant, parce que quand même... On retrouve de semaine en semaine. Ouais, c'est vrai. On a l'impression de dire la même chose, mais c'est un fait, c'est vrai. Mais c'est un fait, les réalisateurs insulaires ont ce talent-là. Et franchement, quand on voit des courts-métrages qui sont faits ailleurs en France, loin de là, il n'y a pas à rougir. Hein. Sincèrement, voilà, c'est... Alors, côté DVD, est-ce qu'il y a autant de talent du côté de la mise en scène? Est-ce qu'il y a autant de talent du côté du scénario? La danseuse de Stéphanie Di Giusto aux éditions... Non, sortie DVD, je ne sais pas pourquoi je dis édition. Peut-être qu'il y a un lapsus. DVD. Non, mais vous comprendrez pourquoi. Alors, élevée dans le Grand Ouest américain, Marie-Louise Fuller grandit auprès d'un père aimant, mais ivrogne et beau parleur, c'est du Xavier Affre tout craché. Et quand il est tué par des voyous, elle se résout à rejoindre sa mère, devenue membre d'une église rigoriste à New York. Quand je dis c'est du Xavier Affre tout craché, c'est-à-dire que c'est vraiment un film que nous propose Xavier, l'histoire ainsi triste, sombre, comme chaque semaine. Oui, il y a beaucoup de films tristes et sombres. Le reflet de notre époque. Période d'incertitude. Voilà, c'est la réponse bateau, mais je la donne quand même. Non, alors c'est un film que j'ai découvert dans un certain festival. J'ose plus le dire parce qu'à chaque fois, j'entends ou des bruits ou voilà. Donc pour Xavier Affre, il n'y a qu'un festival. Oui, bien sûr. C'est le plus grand du monde, donc forcément. Évidemment. Donc non, qui était présenté à un certain regard et c'était très attendu. Je le dis pour vous. C'était très attendu parce que à Cannes. Très attendu parce qu'en fait c'était le premier long métrage d'une réalisatrice qui avait commencé par des cours, qui avait travaillé dans différents magazines de mode, qui avait déjà fait des clips vidéo, notamment pour par exemple Rose ou Camille. Et puis vous savez cette chanteuse Brigitte Fontaine, je cherchais de m'échapper, donc qui a travaillé sur des clips. Oui, bien sûr. Et du coup elle s'est essayée à la mise en scène et on attendait énormément à voir si elle avait réussi le passage du court au long. Alors moi j'ai été agréablement surpris, c'est un vrai film de mise en scène. C'est-à-dire qu'on raconte quand même l'histoire d'une femme, une histoire étonnante qui commence presque comme un western. Les premières scènes sont assez étonnantes. Dans le cinéma, comme un western. Dans le cinéma français, on le voit rarement. Donc c'est une audace, là, même si c'est la vraie histoire, c'est une audace de le faire quand même. Et puis après, on se dirige vers l'histoire d'une femme qui va révolutionner les codes de la danse et de la présentation aussi de spectacles dansés. Et sa rencontre avec Isabella Duncan, la grande danseuse, qui va d'ailleurs l'éclipser finalement. Et donc on n'avait plus retenu ce nom de Loie Fuller. Et voilà, le film est là pour remontrer ça. Alors, je dis film de mise en scène parce que moi, je trouve que c'est très beau. Alors là, pour le coup, c'est peut-être facile, mais c'est de la poésie visuelle. Après, le film, je ne dis pas que c'est pas... Il y a des côtés un peu inégaux quand même dans le film, des baisses un peu de rythme, etc. Mais c'est aussi porté par une interprétation. Soko, par exemple, est moi, je trouve exceptionnelle. Ah oui, vraiment. Et même Lily Rose Depp, je trouve, bon, on la voit peu, mais c'est plutôt prometteur. Oui, c'est plutôt prometteur. Nous y reviendrons. Oui, c'est plutôt prometteur. Voilà, c'est François Damiens qui est très, François Damiens, oui, exactement. Et puis voilà, on a toute une série de comédiens là qui sont plutôt très bons. Donc bonne interprétation, très belle mise en scène. De temps en temps des baisses de rythme parce que c'est pas facile aussi. C'est un film ambitieux mine de rien. À la fois film historique, et film intime. Le pari, moi, je trouve, est plutôt réussi quand même, et ça donne envie, en tout cas, d'attendre ce que va faire Stéphanie Di Giusto plus tard, notamment pour son second long métrage. Alors, Marie-Ange, le pari est-il véritablement réussi, ou est-ce que Xavier Affre a véritablement exagéré et totalement craqué sur cette réalisatrice, sur la réalisation de la réalisatrice? Mais je vais être très subjective parce que j'adore Soko. Vous êtes là pour ça. Oui, bon. J'adore Soko dans ses albums. Puis on vous aime pour ça. Merci.
dans ses albums. Et puis, c'est un personnage vraiment hors du commun. C'est une chanteuse assez rebelle, très torturée. Donc, le personnage lui va bien au final. Par contre, je suis agacée par Lily Rose Depp, mais elle m'agace au plus haut point. Et du coup, j'ai pas réussi à me détacher de ce gros coup de cœur et ce gros coup de gueule. Et j'oscillais un peu dans le film. Par contre, la réalisation est pas mal. C'est pas non plus le chef-d'œuvre du siècle, mais il y a des beaux jeux de lumière. Est-ce que c'est de la poésie visuelle ou est-ce que c'est facile. Est-ce que c'est une expression facile J'irai utilisée pas par jusque Xavier là, Arf mais bon. Les numéros visuels sont magnifiquement filmés, quand même. Pas le contraire. Avec j'ai des couleurs, bien aimé avec- les jeux de lumière. Et Très François Damiens est excellent, comme d'habitude. Comme toujours. Toujours. Marcel. Oui, bon, on va pas parler de la réalisation, mais film. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait deux parties dans le film. La première partie où vraiment j'ai adhéré complètement, partie où elle danse beaucoup, les scènes de danse, Xavier l'a dit, magnifique. Parfois, ça fait même penser à du Hamilton, par quel coin, Billy Tees, souvenir. Et après, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Quand Lily Rose apparaît, pour moi, le film il est mort. Voilà. Enfin, ça veut dire, on la voit très peu dans Ouais, le bah, film. ouais, mais Vous voilà. êtes d'accord? On la voit assez je peu. suis pas d'accord avec Xavier sur la prestation Oui, de c'est Lily ça. Rose. Pour moi, elle est complètement transparente. Alors qu'Isadora Duncan, justement, elle éclipse Loïs. Et là, je la trouve, mais vraiment pas bonne. Honnêtement, vraiment pas bonne du tout. Alors, Lily Rose a-t-elle gâché le film? Écoutez, Pour moi, dès que je l'ai vu, elle m'a pas gâché ma vie du tout, au contraire. Et pour être honnête, le film, je me suis arrêté à la bande-annonce, en fait. Là, quand j'ai vu le choix de Xavier, qui se résume film d'époque, danse, ça a été un peu compliqué pour moi. Alors, j'ai voulu mettre beaucoup de bonne volonté. Je voulais regarder le film, je me suis arrêté à la bande-annonce. La bande-annonce est magnifique. Hein. Elle résume bien le film. C'est parfait, je pense qu'elle aurait pu faire 2 minutes 50, un court-métrage, ça aurait été super. Mais par contre, je veux bien attendre son deuxième long-métrage avec Lily Rose. Enfin, pour être Plus sérieux, allez. plus Oui, sérieux et c'est le objectif. cinéma, Allez, c'est le 7e art. Allez, soyons en quelques secondes, parce que objectifs. Oui, l'émission je me continue. dépêche. Soyons objectifs. Et effectivement, je suis d'accord avec Marcel. S'il faut affiner un peu ce que j'ai dit, sur les deux films, il y a un film ambitieux, historique, etc. Et puis après, c'est vrai que dans la deuxième partie, elle se fige. Les dialogues, tout ça, je trouve. Ça s'est un peu figé dans la reconstitution, j'allais dire, parisienne, bon, etc. C'est vrai, c'est pas forcément. Il y a eu un petit problème là-dessus. Moi, je suis pas d'accord avec vous sur la prestation, parce que ça vous agace. Bon, moi, il y en a d'autres qui m'agacent, mais bon, je parle de comédienne, hein, bien sûr. Moi, je parle que sur cette En plus, prestation, pour pas dire sur le simplement aux téléspectateurs, je l'ai vu il y a pas très longtemps dans Planétarium, et justement, dans Planétarium, elle est exceptionnelle. Non. Donc, ce qui montre bien que finalement... Je ne parle que de son rôle. Je Alors, ne parle pas- messieurs, le téléspectateur jugera sur ce film, disponible en DVD, en VOD, etc., etc., etc. On va passer à la découverte du soir. La découverte, elle est du côté du Palais Fèche à Ajaccio, avec l'exposition Ajaccio, Napoléon ce héros, dans le commissaire d'exposition est Philippe Perfettine, que nous connaissons ici, pendant l'Ovateur, et elle se déroule jusqu'au 30 avril. Alors, je vais me permettre, si vous le voulez bien, de lire les quelques lignes de présentation qu'il se trouve sur le catalogue, parce que je trouve que ça pose assez bien l'ensemble de l'expo. Le monde bouge, le monde change, et en ces temps sombres, le monde cherche des héros. D'ailleurs, le cinéma hollywoodien propose des films de super-héros à tout rompre, et le musée du Louvre honore dans ses expositions temporaires Hercule et Dark Vador. La ville d'Ajaccio et le Palais Fèche souhaitent donc célébrer l'homme qui se rapproche le plus du grand, immense super-héros. Il s'agit évidemment de Napoléon Bonaparte. Excuse-moi Philippe, vous avez vu l'expo, nous avons vu l'expo. Marcel, qu'en avez-vous pensé? Mais que du bien de l'expo. En plus, quand on a la chance que ce soit Monsieur Perfettine qui nous fait la visite Vous avez eu guidée. la chance d'avoir Voilà. une visite privée. Non, hein. l'idée est excellente de faire découvrir, pas de refaire, de faire découvrir qui était Napoléon aux Ajacciens. C'est ce que nous a expliqué Philippe. L'idée, elle est là. On a tous une image d'Épinal de Napoléon, et en fait, on ne le connaît pas. Et la grande idée, c'est ça. Cette exposition, elle sert vraiment à ça, découvrir Napoléon et la famille Bonaparte. Et de ce côté-là, je trouve que c'est franchement réussi. On va voir à l'image quelques œuvres, évidemment, qui sont présentées dans cette exposition. Didier, vous aussi, vous étiez il y a quelques jours avec Marcel et Xavier en visite privée au Palais Fèche à Ajaccio, avec Philippe Perfettine, le commissaire d'exposition. Un moment, honnêtement, exposition, je suis pas trop fan. Donc j'ai été un petit peu en moonwalk. Parce Et qu'on vous l'a demandé. je ne me permettrai pas de divulguer ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on arrive là et c'est porté par Philippe,
pas Martinette, Perfettine, bien sûr. L'autre grand. Et il nous annonce déjà la couleur. On veut faire connaître Napoléon parce que pour les gens, Napoléon, c'est juste le gars qui est bien habillé sur le portrait. Voilà, super. Sauf que quand même, pour arriver là où on est arrivé, il y a quand même un parcours incroyable dans un temps assez limité dans sa vie, vu qu'il est mort assez jeune. Et il nous présente ça en disant, c'est un petit Ajaxien, pour pas dire le mot Carouge, qui vendait des oranges sur le port. Et il se retrouve comme le plus grand Ajaxien, pour certains. Oui, pour bien d'autres, sûr. c'est Pascal Paul. Donc évidemment, il faut... Le plus grand Corse ou Pascal Paul. Pascal, machin, donc évidemment. Mais alors, il nous fait ça, il nous fait une visite incroyable avec ses propres mots et son histoire. Et c'est là que vous comprenez que vraiment, il prend l'exemple, d'ailleurs, quand il nous l'explique, c'est le rêve américain. Oui, c'est exactement ça. En fait, vous êtes en train de nous dire, mon cher Didier, que l'exposition ne vaut pas forcément le coup, mais par contre qu'il faut juste aller écouter Philippe Perfettine. Pas du tout, parce que justement, c'est tout. si vous y allez, que vous regardez juste les tableaux, que vous regardez les petites descriptions, vous n'êtes peut-être pas vous intéresser forcément à son parcours et au personnage. Non, parce que c'est là, vrai. il y a une explication qui est vraiment donnée et qui vraiment nous intéresse. Et là, on découvre vraiment quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des œuvres qui sont présentées, qui cheminent dans le temps et nous permettent également de trouver, Didier, vous l'avez dit, de réfléchir au parcours, à la vie de l'empereur Napoléon Bonaparte. Xavier. Ah oui, exposition à voir. Là, c'est l'historien. Hein, Absolument, oui, parce que c'est vrai que je partage un peu le point de vue de mon confrère Philippe Perfettine qui dit qu'effectivement les gens connaissent assez mal Napoléon. Et il y a beaucoup de caricatures, de gros traits qu'on retrouve pour parler de Napoléon. Et l'exposition est un moyen qui permettra, sans doute, j'imagine, à plein de gens de redécouvrir le personnage. Alors effectivement, l'exposition... c'est pas non plus l'exposition du siècle. On mais voit on certaines bien, œuvres, voilà. nous sommes d'accord. Mais comme elle a une utilité, et c'est un chemin précis qu'il faut suivre, l'intérêt, il est là, bien sûr. Une véritable... Oui, il faut vraiment faire l'exposition. C'est ça, voilà, exactement. Et puis il y a vraiment un intérêt très, alors c'est voilà exactement pédagogique. Il ne faut pas avoir honte de le dire, ce terme. Quand on la lit avec l'art, il y a également une volonté pédagogique de la part du Palais Fèche et du commissaire d'exposition. Marie-Ange. Comme mes petits camarades, je salue l'initiative de vouloir faire redécouvrir en quelque sorte le patrimoine ajaxien, parce qu'au-delà de Napoléon, les Ajaxiens connaissent mal leur patrimoine. C'est vrai. De très belles œuvres, évidemment. La muséographie est très bien faite, c'est très bien construit. Par contre, moi, ce qui me gêne, c'est de faire de Napoléon un héros. C'est pour ça que j'ai donné les quelques lignes. Voilà. Hein, je ne trouve pas que ce soit un héros, et comme n'importe quel chef d'État, je trouve que c'est assez enfantin et malsain de vouloir chercher un héros partout. Et c'est quand même, ça a été un empereur très sanglant. Et l'intitulé de l'exposition Napoléon, ce héros, me gêne un petit peu. Voilà. Vous préférez Bonaparte à Napoléon? Je préfère Philippe Perfettine, ce héros. Voilà. Philippe Perfettine, c'est le héros, nous sommes d'accord. Alors, vous faites le choix. On a parlé beaucoup de la région ajaxienne, mais évidemment, c'est une exposition qui s'adresse à toutes les personnes qui viennent dans la cité impériale, au Palais Fèche, jusqu'au 30 avril. Évidemment. Alors, on va terminer cette émission avec la séquence que vous connaissez, que vous aimez, que vous commentez sur les réseaux sociaux et sur la page Facebook de France 3 Corse Viasté, le C'est qui a dit ça? Je ne rappelle pas les scores parce que c'est assez lamentable du côté de ma gauche, du côté de Marcel Pétrichol et c'est ça, de le fair ses play, on laisse acolytes, gagner les comme dames. par hasard. Ah oui, Jean-Luc, évidemment. c'est crabe la gauche. Hein. C'est la droite qui mène, la droite, Marie-Ange. La droite forte. Mais je ne compte plus les manches, mais en tout cas, c'est un véritable raz-de-marée. Je crois que ça fait 4 manches à une, tout de même. On me souffle cela dans l'oreillette. Je veux juste dire, on est galant, on laisse gagner les dames. Évidemment, c'est ce que vous dites Ben, laisse toutes les gagner semaines. Didier. Alors, première formule, C'est moche. s'il vous plaît. Maintenant que Trump est devenu président, nous devrions tous le soutenir. Nicole Marine Le Kidman. Pen. j'allais dire. Nicole Kidman, un point. Eh oui, Bravo. excusez-moi, pardon. Eh oui, je suis marié au talent, hein, moi, j'ai travaillé. Hein, C'était rapide. Bravo, mon cher Didier. Brainstorming et second degré, le site de Didier de Jordan. Il faut aller lire le site, les textes de Didier. Ça, c'était pour l'instant promo. J'adore te voir arriver, mais je suis ravi quand tu t'en vas. Oula, je l'ai entendu, ça, c'est quoi? Oui, vous l'avez entendu dans les couloirs de notre chaîne, Oui. France 3. J'adore te voir arriver, mais je suis ravi quand tu t'en vas. Qui Il est c'est réalisateur. Paul Paul Chan, Ouais. bravo. Il est réalisateur, talentueux, je ne sais pas si je dois le dire, mais en tout cas, il est réalisateur. Bon, c'est déjà ça. Il est là. Bravo. Un partout.
Dernière formule, vite, 40 secondes. Obama aura été imparfait en politique étrangère et inégal en politique intérieure, mais restera comme le premier feel-good président. Alors ça, c'est impossible de trouver, mais je trouvais la formule bien. J'ai entendu. Ouais, mais ça, c'est difficile. Il est journaliste. Laurent Bazin. Bravo. C'était juste, je savais que vous n'aviez pas trouvé, mais c'était juste parce que je trouvais en effet cette formule vraiment adéquate, feel good président, concernant Obama. Merci, très chers amis, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à lundi, et pour les autres, à vendredi, même lieu, même heure, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment.